Ces soirées seules à regarder les gens au restaurant. C'est passionnant. Tu regardes les gens, tu les observes. Et le soir, tu rends ton petit Formule 1 à flanc d'autoroute avec les 30 tonnes qui passent. Se moqua Hervé. Non, 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 en général, je me couche super tard à 5 heures, mentit Simon. Jean-Claude coupa court au fantasme. La réalité du VRP, c'était la solitude et l'alcoolisme mondain. Mais il devait former la relève. Il sortit une fiche de route froissée de sa poche. « Bonjour, et ta fiche de route pour la semaine prochaine, alors t'as le choix. Il y a Bouzon ou... » Bouzon. Le nom sonnait comme une maladie vénérienne. Je te conseille Bouzon parce qu'il y a 2 hôtels. Il y en a un qui n'est pas. C'est celui-là. L'autre a fait faillite. La logique de Jean-Claude était imparable. Aller là où la faillite avait déjà frappé, c'était s'assurer une certaine tranquillité. Mais dis-moi, la boîte de nuit était pas dans l'hôtel qui a fait faillite ? Demanda Simon inquiet. Affirmatif, répondit Jean-Claude, avec le sérieux d'un général envoyant ses troupes au casse-pipe. Non, il y avait un bordel là-dedans, ça faisait du bruit. Faut pas que j'oublie mes bottes en caoutchouc, parce que c'est un peu humide. Bottes en caoutchouc, humidité, hôtel en faillite, c'était ça, l'avenir glorieux que Jean-Claude promettait à Simon. Une descente aux enfers pavés de bons de commande et de notes de frais refusées. Chapitre 4. L'ombre de la Big Brother. Au 6e étage, loin de la crasse prolétaire de la machine à café, se tramait quelque chose de plus sombre. Jean-Guy, le DRH aux dents longues et à l'éthique inexistante, avait convoqué Jeanne. Jeanne, c'était la main de fer dans un gant de velours synthétique. Elle descendit à l'espace détente avec une mission. Elle repéra Hervé, qui, comme d'habitude, ne travaillait pas. Elle s'approcha, sa voix basse, conspiratrice. « Les études sont formelles, c'est le grand retour de l'anarchie, la chien-lit. » Hervé la regarda, méfiant. « Ils ne font rien à la fin est proche, y compris ici. »« Qu'est-ce que je peux y faire, moi ?» demanda Hervé. « Je vais vous le dire, » chuchota Jeanne, ses yeux brillants d'une lueur fanatique. « Vous notez sur une fiche tout sur vos collègues, le comportement, les désirs secrets, même des choses insignifiantes. » C'était monstrueux. Elle lui demandait de devenir un mouchard officiel. « Je veux une fiche par individu. Je veux savoir qui sont les amis de l'ordre et qui s'y opposent. » Hervé sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était plus du syndicalisme, c'était de la police politique. Vous faites ça en douce, hein. Personne ne se rend compte. Il tenta de refuser, balbutiant. Non, non, non. Mais Jeanne avait déjà tourné les talons. Hervé se retrouva seul avec sa conscience, une entité atrophiée depuis des années, mais qui sursautait encore par moments. C'est alors que Philippe, un collègue au look d'intellectuel égaré, arriva. Hervé, paniqué, testa maladroitement sa nouvelle mission. « Bonjour Philippe. Dis-moi, je pensais à un truc. Tu aimes l'ordre, toi ?» Philippe le regarda comme si... il était fou. « Pourquoi tu me demandes ça ?»« On peut dire que t'es un ami de l'ordre, alors ?» insista Hervé, suant à grosses gouttes. Il était le pire espion de l'histoire de l'espionnage industriel. Jeanne revint plus tard pour récolter les fruits de sa manipulation. Elle trouva Hervé en train de questionner une collègue sur la propreté de son intérieur. « C'est tellement cracra à l'intérieur que ça m'étonnerait pas de voir des petits champignons qui poussent, » avoua la collègue, pensant parler d'écho. Hervé nota frénétiquement. « Je suis une anarchiste et une pourriture, » conclut-elle en riant. Jeanne surgit de l'ombre. « Bon travail, Jeanne. »« Oui, bravo. » Elle parlait à elle-même, ou peu, être félicitait-elle Hervé en l'appelant par son propre nom dans un délire narcissique. Dommage que notre entreprise n'ait pas d'employé du mois, parce que moi, je vous aurais nommé, sans hésiter, vous êtes notre nouvelle Mata Hari. Elle prit les fiches imaginaires des mains d'Hervé. Son visage se durcit. Quand je vois que notre entreprise est farcie de voleurs, d'incompétents, de tirs au flanc, de nullité, et que c'est moi-même qui les ai embauchés.
Elle eut un moment de lucidité terrifiante. Le problème, c'était elle. Mais elle rejeta cette pensée aussitôt. Alors, pas un mot à quiconque. Ne me décevez pas. L'espace détente venait de changer de nature. Ce n'était plus seulement un lieu de glandouille. C'était devenu un panoptique. Et Hervé en était le gardien, malgré lui. Chapitre 5. La guerre des mètres carrés. Pendant que l'ombre du totalitarisme managérial planait, une guerre plus terre à terre éclatait. La guerre de l'espace vital. Hervé, toujours lui, avait récupéré le bureau de Michaud, un collègue fraîchement viré. Il pavoisait devant Sylvain. « C'est comment? Quoi? Comment? Bah, comment t'as vu l'Asie ?» demanda Sylvain, perdu dans une conversation parallèle sur la géographie. « Non, mais je veux dire, l'île de Ré, tu trouves ça grand comment? Parce que je connais très bien l'île de Ré. » Continuait Sylvain, obsédé par les échelles de grandeur. Hervé l'interrompit, impatient de parler de sa nouvelle conquête immobilière. « Non, mais c'est juste que c'est depuis qu'ils ont viré Michaud. Et bah, je me retrouve carrément avec 2 bureaux. C'était le Saint Graal. 2 bureaux. Une suite présidentielle au pays des cubicules. C'est bien. T'as de la place alors ? Demanda Sylvain. Bah, tu m'étonnes que j'ai de la place. Attends, c'est carrément un bureau de ministre que j'ai, hein. Sylvain, pointilleux et jaloux, ne voulait pas lâcher le morceau. Ça dépend, c'est grand comment? Bah, j'ai pas... moi, ça fait... Bah, c'est grand, quoi. Hervé s'énerva. C'est grand, c'est pas précis. La discussion dégénéra en un débat absurde sur la métrage et l'aménagement intérieur. Tu peux déambuler, courir un peu? Si j'étais un sportif pour y faire un jogging, demanda Sylvain, sarcastique. Et mettre un canapé pour détendre, pourquoi pas? Pas con. Est-ce que tu pourrais garer ton camping-car dans le bureau? Bah ça me donnera une idée. Hervé explosa. Mais qu'est-ce qui t'arrive, là? Hein? Je m'en arrive au fait que le grand bureau de monsieur, j'ai un grand bureau, il n'y a pas si grand. C'était la jalousie pure, distillée. Sylvain, coincé dans son cagibi, ne supportait pas l'ascension spatiale d'Hervé. Jean-Claude arriva, attirant l'attention sur lui comme une planète massive déviant la lumière. « Toi qui es habitué à bosser dans un chiotte de porte mon bureau, plutôt grand ?» demanda Hervé, cherchant un allié. « C'est vrai ce qu'on me dit là à la cantine, que tu vas mettre un billard ?» demanda Jean-Claude, les yeux brillants. La rumeur avait enflé. Le bureau d'Hervé était devenu un palais des plaisirs dans l'imaginaire collectif. « Moi, je suis joueur, moi. Peut être. Hervé laissa planer le doute, flatté. Mais Sylvain, amer, murmura « Il a pris la grosse tête, voilà. » Hervé, enivré par sa propre importance, poussa le bouchon trop loin. En attendant, la baie vitrée dans son bureau langue, c'est énorme, quoi. Ça agrandit tout, quoi. La terrasse, le bureau, tout. Mais elle est grande comment, sa terrasse? Hurla presque Sylvain. Je n'en sais rien, moi. Mais tu sais ou tu sais pas? Ah ben non, je n'en sais rien. Bah si tu n'en sais rien, casse-toi alors. Hervé chassa Sylvain comme une mouche importune. Il était le roi de son château de cartes, régnant sur un empire de vide et de fournitures de bureaux volés. Chapitre 6. Le fantôme de Jean-Claude. La nuit tombait tôt en hiver sur la zone industrielle. L'espace détente prenait des allures de décor de film d'horreur sous les néons vacillants. Un vigile faisait sa ronde. Un nouveau. Il tomba sur Jean-Claude, assis seul dans le noir, un gobelet vide à la main. Jean-Claude. Oui. On se fixe. Connard. Tu poses ton gobelet. Le vigile était nerveux, agressif. Jean-Claude leva les yeux, fatigué. Il avait passé la soirée à essayer de vendre des photocopieuses par téléphone à des gens qui voulaient pas lui parler. Les mains sur la table, bien en vue, aboya le vigile. Ça va? Tu passes une bonne soirée? Tu écoutes tes chefs? Je les connais, les petites chefetons dans ton genre.
marmonna Jean-Claude.